Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, je reçois Jessica Ouaradomo. Bonjour Jessica. Salut. Ça va? Ça va et toi? Alors, tu es une ancienne footballeuse internationale. Oui. Tu comptes un beau score de sélection, 64. Oui, c'est ça. Et puis, tu as arrêté ta carrière en 2018. Une jolie reconversion. Ouais, plutôt joli, ça va. On te retrouve notamment dans les médias, notamment sur une chaîne cryptée. Oui, tout à fait. Donc tu y es depuis 2018. J'ai commencé un petit peu en 2017, quand je m'étais blessée. Le club de l'Olympique Lyonnais me laissait un petit peu aller sur Paris pour faire les émissions. Et puis après, à la fin de ma carrière, j'ai signé mon contrat là-bas. Tu as réalisé un petit exploit, on va dire, parce que tu as été une des premières femmes à commenter un match de Ligue 1 masculin. Ouais, c'est ça. Très rapidement en plus, Canal m'a donné la chance. J'aurais pas pensé aussitôt, donc merci à eux, ils m'ont fait confiance et au final maintenant c'est une affaire qui roule. La suite c'est quoi? Continuer à prendre plaisir dans ce que je fais parce que j'ai eu la chance de faire un métier passion et j'en fais encore un. C'est pas donné à tout le monde, donc la passion là c'est de décrypter le foot ou c'est de rester, c'est toujours le foot ou c'est... Non, j'ai beaucoup aimé jouer au foot. Et maintenant, j'aime beaucoup décrypter tout ce qui est tactique, commenter des matchs de foot, être en dehors du terrain, mais autour au final. J'allais te dire, et entraîner une équipe? Tu parles de tactique. Paradoxalement, pas du tout. Ah ouais. Non, j'ai arrêté aussi parce que j'avais envie d'avoir une vie de famille un peu plus normale, de pouvoir aller faire des goûters ou des apéritifs avec les copains quand j'en ai envie, au moment où j'en ai envie, de pouvoir assister au mariage, aux anniversaires, toutes ces choses-là. Et quand on est entraîneur, alors quand on est joueur, on a un emploi du temps particulier, mais alors quand on est entraîneur, c'est pire. Et si j'ai envie de profiter de ma famille, de mes enfants, de mes amis, en étant entraîneur, ça serait compliqué. Bon, on arrête de se projeter dans le futur. Je te propose de faire un petit flashback, de revenir sur ton enfance. Oui. Déjà, quel genre d'élève tu étais? Très studieuse, très sage. Ça se voit que c'est sage. C'est vrai? Oui, t'as l'air sage. Je te vois bien premier rang. Exactement. Je pense que je devais être l'élève un peu relou même. Non. Mais si, parce que maintenant, quand on a du recul, on y pense. Mais tu sais, l'élève qui répond tout le temps, qui n'est pas contente quand elle a un 15 sur 20. Tu vois, ce genre d'élève que je peux comprendre que ça... T'avais une vraie exigence par rapport aux résultats. Ouais, j'étais triste quand j'avais des 15 sur 20. Quoi. Je voulais avoir la meilleure moyenne de la classe. T'étais la meilleure tout le temps? Ouais, dans les premières, première, deuxième. Jusqu'à quelle classe? Je pense que jusqu'à la troisième au moins. Ah oui? Ouais, à peu près, ouais. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis que je devais être vraiment très relou. Donc pas dissipée, pas bavarde? Non, ça va, pas trop. Et t'as grandi où d'ailleurs? À Angers. Ok. À Angers. Est-ce que t'as des souvenirs précis de ton enfance là-bas? Ouais, j'en ai plein. J'adorais forcément jouer au foot dans la cour à l'école. Ouais. À quel âge tu commençais à jouer au foot? Très tôt parce que je me souviens, j'ai commencé l'année de la Coupe du Monde 98, juste avant en fait, 97-98. Et le département, il y avait des matchs de levée de rideau, des matchs, et le département faisait des sélections pour faire un match de levée de rideau de la Coupe du Monde Cameroun-Chili, à la Beaujoire. Et en fait, j'avais été prise, donc la seule fille parmi les garçons. Et donc, déjà? Du coup, la petite chaîne angevine TV10 était venue dans mon école, interviewer mes copains. Donc, j'ai encore des images là de moi en train de jouer au foot. C'est peut-être les seules images que j'ai. T'étais pas relou, t'étais devenue cool. Ouais, j'étais cool, vite fait, parce que je jouais au foot, quoi. Mais à l'école, je pense plutôt au collège. Je pense qu'on arrive à l'adolescence et quand on voit... qui a 15 sur 20 et qu'elle n'est pas contente d'avoir 15 sur 20, je pense que ça peut être bien relou. Ouais. T'avais des amis quand même? Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu pratiquais d'autres sports à l'époque ou c'était déjà que le foot? Non, à l'époque, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du hand avant de jouer au foot. Sportive, en fait. Ouais, et à l'école, je faisais beaucoup de badminton. J'adorais ça. Rien à voir avec... Rien à voir. Et tout ça, t'as arrêté après par la suite? Ouais, j'ai arrêté. J'en faisais surtout en fait en sport scolaire. Donc du coup, après, comme ça s'est arrêté le sport scolaire, j'ai arrêté de faire du badminton. Est-ce qu'il y a un moment marquant, triste ou joyeux? Plutôt au lycée, en terminale. J'étais en terminale scientifique à Rambouillet, parce que j'étais en formation à Clairefontaine à l'époque, à l'INF. T'es partie à 15 ans de chez moi. Ok. Classe de seconde alors? Ouais, seconde. Et en terminale, j'avais une classe avec beaucoup de redoublants.
Et je pense que c'est la meilleure année scolaire que j'ai passée de ma vie. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et là, tu continues de toujours... Il y en a quelques-uns avec qui j'ai encore contact parce que franchement, on a fait des choses comme exceptionnelles. J'ai un ami à moi qui est venu avec... avec son kimono dans la classe à défier le prof de philo à faire un combat de karaté. On était dans les couloirs du lycée, on a ouvert la porte, c'est une autre classe qui est en train de regarder un film dans le noir et il y a un ami à moi qui est venu avec son sabre en disant « je suis ton père ». Enfin, c'était bêtises sur bêtises, quoi. Des petites bêtises gentilles. Oui, mignonnes. Mignonnes, marrantes et en même temps je me suis éclatée et je pense qu'on est 90% de la classe à avoir eu une note bac, quoi. Mais... Et là tu continues d'avoir des très bonnes notes et d'être exigeante? Je pense que je suis très exigeante dans... Encore à ce moment-là? Ouais, parce que en fait la condition pour que j'aille à Clairefontaine et que je parte de chez moi si tôt, c'était que la scolarité suive, que le foot c'était bien, mais qu'il fallait que ma scolarité suive. Donc en fait, pour rendre fiers mes parents et pour respecter le contrat entre eux et moi, il fallait qu'à l'école ça file droit, quoi. Est-ce que tu as le souvenir d'un prof préféré? Un prof préféré forcément beaucoup mes professeurs de PS, je les aimais beaucoup parce que j'aimais beaucoup faire du sport. Mais ce qui m'a plus le marqué, c'est au collège, chez mes professeurs de langue et notamment d'espagnol. Ils m'ont fait vraiment aimer les langues. Et c'est pas donné à tout le monde, il y en a que plutôt c'est l'inverse. Et moi en fait mes profs d'anglais, surtout mon prof d'espagnol en 3e, 4e, m'a beaucoup fait aimer les langues, ouais. Et l'espagnol en particulier. Tu parles couramment? Non, l'anglais plus, parce qu'au final, avec le foot, avec les joueuses étrangères avec qui j'ai joué, on parlait essentiellement beaucoup anglais. Donc ça m'a permis de pouvoir continuer à le parler. L'espagnol, trop peu de gens hispaniques autour de moi, donc j'ai quelques notions, mais quelques notions. Tu dirais qu'en dehors du sport, c'est l'espagnol qui était la matière préférée? Oh ouais, c'est ça. Et la matière cauchemar? La philo. Oh. Pourquoi? Parce que j'ai eu un prof qui, en fait... Au lieu de nous faire aimer la philo, en fait, on passait notre temps. En fait, tout le cours, il écrivait au tableau. Mais vraiment, hein, il écrivait au tableau et on recopiait. Tout le cours. Ah oui, il n'expliquait pas. Il n'y avait rien, mais vraiment, il écrivait au tableau. Et on devait recopier. Horrible. Et du coup, il ne m'a pas fait du tout aimer la philo. Tu as été footballeuse, maintenant tu travailles dans les médias. Est-ce qu'il y a un autre métier que tu aurais rêvé de faire quand tu étais petite? Ouais, alors ça va rejoindre le fait que j'aimais beaucoup l'espagnol. Quand j'étais au collège, je voulais être prof de PS en Espagne. Alors c'était pas... Tu avais pris tes 2 matières préférées? Ah ouais, je m'étais dit, je vais les réunir. On était partis en voyage scolaire en Espagne, à Cordoue. J'avais adoré être là-bas. On avait été un petit peu à Séville et tout, j'avais adoré. Et du coup, en fait, ce qui fait que je voulais être prof de PS parce que le sport. Ouais. Et en Espagne parce que j'ai aimé cette langue, j'ai aimé ce pays. Et donc, du coup, je voulais réunir les deux. Donc, ce rêve, il a duré combien de temps? Jusqu'à, je pense, première terminale, et après je voulais être kinésithérapeute. Ouais, donc toujours un petit peu lié au sport, ouais, et puis au final rien à voir. J'ai une licence de prépa physique entraînement sportif, donc un peu dans le sport. J'ai un diplôme de secrétaire médicale. J'ai un diplôme d'éducatrice sportive. Donc ouais, donc c'est un petit peu le sport à côté, la médecine, la santé, voilà. Le bien-être. Ouais, exactement. En fait, en étant sportif de haut niveau, c'est pas toujours facile. Kiné, c'était à l'époque pas possible, il fallait que j'aille en Belgique, donc ma carrière de footballeuse c'était compliqué de faire les deux en même temps, donc j'ai abandonné l'idée de faire kiné, et donc du coup je me suis... Et puis secrétaire médicale c'était pour les horaires. À l'époque j'étais pas professionnelle, ouais. Je jouais au Paris Saint-Germain, j'étais pas professionnelle et il me fallait des horaires de bureau, j'avais déjà eu ma licence etc, mais c'était pas possible d'exercer parce que c'était généralement le soir et avec les entraînements c'était pas possible, donc je voulais des horaires de bureau, donc j'ai passé le diplôme à la maison. À distance pour pouvoir avoir des horaires en fait de bureau, quoi, tout simplement. Le foot, donc à 15 ans, tu arrives à Clairefontaine, mais à quel moment tu te dis là c'est quelque chose de sérieux, quoi, ça peut être mon métier? Ça vient avant ça? Non, ça arrivait super tard parce que moi à mon époque le football professionnel féminin n'existait pas du tout. Donc, en fait, tu fais quand même le choix de partir à Clairefontaine. Ouais, en fait ma mère et mon père ils m'ont dit t'aimes le foot, profite, vis ce que tu as à vivre, mais en même temps, tu prépares ton métier à côté. Mais c'est un choix difficile quand on a 15 ans et c'est quitter ses parents, aller un petit peu. Ouais, et en même temps, ça m'a fait en tant que femme. Donc, je suis partie tôt de la maison, être un petit peu autonome très rapidement, etc. T'avais des frères et sœurs? J'avais un grand frère. Ça a été pas facile pour lui. Après, il est venu en région parisienne pour se rapprocher un petit peu de moi, pour le coup.
Mais ouais, du coup, je le regrette pas du tout parce que en fait, mes parents m'ont poussé à vouloir vivre des émotions, prendre du plaisir, jouer au foot. Ils savaient que j'aimais ça, mais ils savaient que j'allais être sérieuse à côté, donc ils avaient confiance en moi. Et donc en fait, j'ai été professionnelle qu'à 25 ans parce que le Paris Saint-Germain était pas professionnel non plus. Donc du coup, ta carrière professionnelle, elle est courte finalement. Ouais, elle est courte. Elle est de 2016 à 2018, très courte. Avant, je travaillais comme tout le monde. Je faisais mes séances à 18h30, donc j'avais mes 35 heures. Après, j'allais au foot. Est-ce que tu en vis plus maintenant dans les médias? Exactement. Du foot que quasiment pendant toute ma carrière, ouais. Et comment c'était perçu, donc tes parents très bien, et autour de toi, les amis, la famille, d'arriver dans un métier quand même vraiment masculin? Alors, super bien. Alors, pour le coup, quand j'ai eu la possibilité, le Paris Saint-Germain a proposé un contrat professionnel au bout de 3-4 ans, j'ai hésité longtemps parce que j'avais un CDI et que j'avais un métier où j'avais une stabilité. Et c'est ma mère qui m'a dit « Mais ma fille, t'es partie à 15 ans de la maison, mais t'as ton diplôme, t'as déjà travaillé, je m'inquiète pas, tu retravailleras après, mais sois professionnelle, profite. » Et en fait, mes amis, ma famille, ils ont vu ça avec beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir. Ils adoraient venir me voir jouer dans les stades. Et puis j'ai changé beaucoup avec eux. Ça m'a permis quand même de rester proche d'eux quand même, parce que j'essayais au maximum de revenir, de garder des nouvelles avec eux. Mais ils ont vu ça plutôt très bien même. Et le rapport aux hommes? Ça dépendait des fois. Alors, quand j'étais petite, on avait les stéréotypes. T'es une fille. Un truc de mec. Voilà, ah bon, tu joues au foot, mais t'as pas les cheveux courts. Ah bon, tu joues au foot, mais pourtant t'es féminine, t'es pas en jogging, t'es pas en basket. Il y avait vraiment tous les stéréotypes possibles. Et puis après, en fait, ça s'est un petit peu démocratisé. Je pense que notre génération, on a voulu aussi montrer qu'on pouvait être un garçon manqué ou pas un garçon manqué, féminine ou pas féminine, qui on veut être et pouvoir jouer au foot et qu'il n'y avait pas de stéréotypes. Et avec la médiatisation, j'ai eu la chance d'une génération dans le foot où on a bénéficié quand même un petit peu de la médiatisation. Donc toi, t'en as pas souffert? Pas du tout. Mais parce que je pense qu'autour de moi, ça a été beaucoup de bien. Dans une nouvelle ère, en fait. Ouais, je pense. Mais je pense que les pionnières, celles avant moi, en ont beaucoup plus souffert que moi. Et l'égalité salariale, c'est pour quand? Alors, homme-femme. Alors moi, je surprends souvent dans ma réponse, mais en fait, à l'heure actuelle, on ne peut pas demander l'égalité salariale comme un médecin, comme n'importe quel métier en France, parce qu'en fait, le football a sa propre économie, entre guillemets, je suis désolée, hein, mais on est un petit peu un produit merchandising, nous, les footballeurs ou footballeuses, dans le sens où si Neymar et Mbappé gagnent autant, c'est parce qu'ils vendent autant de maillots, autant de tickets dans les stades, que les sponsors, ils s'arrachent pour venir les droits télé, etc. Et nous, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de monde dans les stades. Je pense que si vous suscitiez le même engouement, vous aurez le droit de prétendre au même salaire, c'est ça? Je pense que oui. Mais à l'heure actuelle, en fait... Là, tu estimes que vous n'avez pas le droit? Bah non, parce que en fait, s'ils sont payés autant, c'est qu'ils rapportent beaucoup d'argent au club. Et nous, à l'heure actuelle, les 3/4 des clubs investissent dans une section féminine à perte. Alors imagine si on avait les salaires de Mbappé ou de Neymar. Bah, je pense que l'économie du football féminin... Et les autres footballeuses, elles pensent pareil? Il y en a beaucoup qui pensent comme moi, oui. Nous, en fait, on demande juste à entre guillemets, avoir des conditions dignes d'un monde professionnel. Oui, pouvoir, en fait, voilà, ne vivre que du football à ce moment-là. J'ai eu la chance, moi, d'être dans des clubs où c'était le cas au Paris Saint-Germain à Lyon, mais il y a beaucoup de clubs encore au plus haut niveau français en D1 féminine où les joueuses ne gagnent que 500 € par mois et ça, c'est pas possible. Et les clubs, ils vous aident pas? Au moins trouver Alors les clubs vont aider, ils aident beaucoup quand même à essayer de trouver un job. Mais bon, faut savoir que le foot, ça prend quand même beaucoup de temps. Moi, je l'ai vécu quand je jouais, quand j'avais mon 35 heures et que je jouais. Les week-ends, c'était au foot. Je prenais mes congés pour aller en équipe de France. En fait, au final, on n'avait pas de vie. Même mon mari, je l'ai connu à l'époque où j'étais pas professionnelle. On se voyait le mardi soir et encore. Et voilà quoi. Donc tu l'as... Ah oui, ok. Mais de toute façon, tu nous as dit que tu étais mariée en 2014. Ouais. Ta première sélection en équipe de France? Ma première sélection en équipe, alors j'en ai eu une très tôt, et puis après, plus rien pendant un très long moment, je parle en A, en senior. Et après, vraiment à partir de 2012, après les JO de Londres, vraiment là, j'ai commencé à être appelée régulièrement. C'est exceptionnel. C'était déjà exceptionnel en équipe de France jeune quand j'avais 15 ans, mais alors avec le maillot vraiment des A, c'est encore magique. La Marseillaise, c'est un moment fort.
C'est le ski de plus fort. Ouais, et puis j'ai eu la chance de le vivre à Angers. J'ai fait un match à Angers, chez moi, dans le stade où j'allais avec mon papa. Où t'es allé finalement en 98 aussi. Exactement. C'était en 98, c'est à la Beaujoire à Nantes. Mais ouais, parce que c'était pas un stade pour la Coupe du Monde. Non, ils n'ont pas accueilli. Mais à Angers, ouais, j'allais voir les matchs du SCO d'Angers avec mon papa, etc. Et puis là, de moi être sur le stade avec le maillot de l'équipe de France, magique. Une journée type de Jessica, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à beaucoup d'informations sur le football, forcément, pour pouvoir en parler dans les médias. Tu te lèves et tu consultes ? Non, d'abord, il y a les enfants à s'occuper. Je me lève. Quand même. Donc, il y a les enfants à s'occuper, à préparer. Je les amène à la crèche, forcément. Et puis après, un petit peu de sport, au moins 3 fois par semaine. Toi, tu continues de temps ? Ouais, j'aime bien, ouais. Tu fais quoi ? Je vais à la salle, beaucoup de vélo, de cours, de la machine de marche, etc. Et puis après, beaucoup de renseignements. Il y a beaucoup de travail à la maison, préparation de match, les équipes, etc. Et puis, s'il y a des émissions le soir, d'abord, je vais chercher les enfants à la crèche. J'ai la chance de pouvoir aller les amener, aller les chercher, généralement, les 3/4 du temps. Et c'est que le soir, tes émissions ? Les émissions, c'est que le soir, essentiellement. Donc ça me permet, sauf quand on est en déplacement sur les commentaires de match, où là, des fois, je pars la veille ou le matin tôt pour pouvoir commenter les matchs. Bon, si tu veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission. Ouais. C'est celle où on va vraiment spécifiquement parler de l'école. Ouais. T'es maman donc de 2 enfants, tu disais ? Tout à fait. Un garçon, une fille ? Oui. Ils ont quel âge ? Bientôt 3 ans pour ma fille Alia et 16 mois pour Wal. Donc ma fille rentre à l'école l'année prochaine. C'est ce que j'allais dire, donc peut-être un peu difficile pour toi de porter un regard sur l'école d'aujourd'hui ? Si, quand même. Parce que j'ai des neveux nièces, parce que je sais comment ça se passe. Il y a beaucoup de travail en ce moment. J'ai mes nièces, je ne sais pas combien de fois qui n'ont pas de cours parce que les profs sont absents. J'ai un ami à moi, il a une spécialité au lycée. Et au final, sa spécialité, il n'a même pas eu de cours jusqu'au mois de mars alors qu'il passe le bac de sa spécialité parce qu'il ne trouve pas de prof. Je pense que l'éducation nationale... Il va passer sa spécialité sans l'avoir... 3 mois de cours, ouais. Ok. Ouais, donc je pense qu'il y a beaucoup de soucis à se faire pour le moment avec l'éducation nationale, hélas, parce qu'il y a trop peu de profs. Et j'espère que ça va énormément changer parce que j'entendais pas ça à notre époque. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de main-d'œuvre pour être professeur, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Déjà les salaires, parce que je pense qu'en fait, ils font quand même un peu de l'éducation de nos enfants. Et je pense qu'à l'heure actuelle, mais comme les métiers, les enfants qui s'occupent, les personnes qui s'occupent dans les crèches, il y a beaucoup de métiers qui sont sous-estimés en termes salariales, donc ça donne pas envie. Les conditions de travail, je pense qu'aussi la nouvelle génération n'est pas toujours facile, forcément. Par rapport au respect, etc. Donc ce serait de l'éducation à travailler à la maison ? L'éducation à travailler à la maison, mais aussi je pense, un nouveau système d'éducation. Ouais. C'est-à-dire ? Je pense que on valorise pas assez beaucoup de choses. On est très dans le maths, le français, l'histoire. Non, mais c'est vrai. Et en fait, quand on prend des angles de d'autres pays, il y a beaucoup de matières autres, l'art, la culture, le sport. Tous ces métiers-là sont quand même valorisés. Et en fait, je trouve que nous, en France, on apprend beaucoup de choses qui nous servent pas énormément après dans le futur. L'école de demain, pour toi, c'est quoi ? C'est une école où on apprend aussi à vivre maintenant. Une école où on apprend à cuisiner un peu, on apprend à... toutes ces choses-là. Vivre maintenant, ça veut dire quoi ? Vivre maintenant, c'est pouvoir se débrouiller tout seul. Et c'est de plus en plus... C'est ce que tu as appris toute seule, finalement, en partant très tôt de chez toi. Oui, je pense que c'est important. Je vois trop de personnes encore, déjà, qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire de leur vie encore très tard. Mais en fait, on n'ouvre pas assez, on est trop sur les matières très spécifiques en France et on n'ouvre pas assez à découvrir à de jeunes élèves. Avec elles-mêmes. Ouais, et je pense qu'il faut aussi beaucoup plus de matières pratiques. Parce qu'il n'y a que... Alors, la théorie, c'est bien, mais tant qu'on n'a pas pratiqué, on ne sait pas vraiment un métier. Du sport, mais pas que en plus, alors ? Non, pas que. Beaucoup de choses différentes. Mais le sport, je pense qu'il serait amené à être valorisé. Dans d'autres nations, le sport, c'est une vraie matière à part entière. On peut avoir des bourses grâce au sport. C'est un même coefficient qu'une autre... Et nous, on a 2 heures et encore par semaine. Et le COEF, c'est 2 au bac. Donc, d'accord. Comment inciter les jeunes à faire plus de sport maintenant ? Comment les inciter ? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas tout ça. Je pense qu'à notre époque, on était tout le temps dehors. Et là, le problème, c'est qu'avec tous les écrans, les réseaux sociaux et tout ça, c'est difficile. Mais en fait, on les incite en les éduquant.
Le problème, c'est que notre éducation et l'éducation nationale doivent faire beaucoup. Il y a les JO qui arrivent, Paris 2024, et j'aimerais bien que ça soit un petit boost pour un petit peu redynamiser notre sport dans notre pays, parce que quand je vois l'engouement qu'il y a dans tous les autres pays... Puis même l'engouement qu'il y a encore eu pour la Coupe du Monde de football. On le sent, mais tu vois, quand on voit les supporters français au Qatar et les autres nations, on est quand même très en retard et on voit qu'on n'est quand même pas un pays vraiment de sport. Ah bon? Ah ouais. J'ai l'impression qu'on est fort quand même. On est fort dans le monde professionnel, mais on n'est pas... oui, il y a des pépites qui émergent, mais dans la globalité d'un pays. Non, quand on voit le monde dans les stades, quand on voit... on a quand même beaucoup de retard sur beaucoup de pays, quand on voit l'engouement que ça crée. Quand je vois le monde dans les rues pour le Maroc, et nous, on est où? Non mais c'est vrai. Ouais. Il y a en Argentine, au Brésil, on a des reportages nous sur Canal et je vois tout ça et nous on est très loin de tout ça. Et c'est là que je vois qu'on n'est pas un vrai pays de sport. Bon, alors comment on fait? Il faut que ça parte de la base, de l'enfance, de l'éducation, que la politique se mette à valoriser aussi le sport. Ça serait bien. Bon, c'est déjà la fin de cette émission. Déjà? Oui. Ça va, j'ai pas trop parlé? Oh non, on a eu bien plus. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.